le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale, le grand journal du 14h, en direct depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel François et Smith, Jean-Julien Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Aux États-Unis, inondation meurtrière dans le Tennessee. Inondation catastrophique dans l'état du Tennessee. Le bilan est lourd, au moins 21 morts et 50 disparus selon les autorités. Voici un reportage signé TV5 Monde. Des maisons terrassées par les flots, des voitures emportées par la force de l'eau. En 12 heures de temps, près de 40 cm de précipitations sont tombées à Waverly. Dans cette petite ville au centre de l'état du Tennessee, l'eau est tombée si vite que les habitants n'ont pas eu le temps de s'abriter. J'essayais de nous faire sortir par la porte, mais l'eau était si haute qu'elle poussait contre la porte. J'avais du mal à pousser pour l'ouvrir. J'avais 2 bébés au bras. Ces inondations records ont fait déborder le fleuve Tennessee et ses affluents. Ici, l'électricité a été coupée, des routes ont été détruites. Les habitants constatent aujourd'hui les dégâts et restent sous le choc. Les autorités ont rapporté que plusieurs personnes sont mortes et des dizaines portées disparues. La différence avec cette inondation-là, c'est le record de montée des eaux. Je pense qu'il a plu autour de 38 cm en 12 heures. Je ne suis pas sûr de ce chiffre en particulier, mais on est proche. C'est très différent des précédentes inondations. C'est inédit. Jamais cette communauté n'a connu cela auparavant. À Washington, la Maison-Blanche a exprimé ses condoléances et sa peine. Elle assure aux habitants du Tennessee qu'ils disposeront de toute l'aide dont ils ont besoin. En attendant, un couvre-feu a été mis en place pour éviter les pillages et les intrusions. En Tunisie, le coup de force du président fait craindre un recul de liberté. Arrestation, interdiction de voyage et assassination à résidence visant magistrats, députés, hommes d'affaires. La purge anticorruption enclenchée par le président depuis son coup de force de juillet suscite inquiétude et crainte de recul des libertés en Tunisie. Voici un reportage signé Africa News. La Tunisie va-t-elle vers une régression en matière de démocratie? C'est l'inquiétude évoquée par la communauté internationale. Depuis sa décision choc en juillet de suspendre le Parlement pour 1 mois et de limoger le Premier ministre, le président Kais Saied n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé sa feuille de route, réclamée pourtant par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. Arrestation, interdiction de voyage et assignation à résidence visant magistrats, députés et hommes d'affaires. La purge anticorruption fait craindre un recul des libertés en Tunisie, pays qui était pourtant le seul dans la région à avoir persévéré sur la voie de la démocratisation après le printemps arabe. La suspension du Parlement arrive bientôt à son terme. Le président tunisien devrait s'exprimer dans les prochains jours. Mais déjà nombreux sont ceux qui pensent probable que Kais Saied prolonge cette suspension et décide d'une nouvelle organisation provisoire des pouvoirs publics. Théoricien du droit, le président tunisien se présente depuis son arrivée au pouvoir en 2019 comme l'interprète ultime de la Constitution et s'appuie sur son article 80 qui envisage des mesures exceptionnelles en cas de péril imminent à la sécurité nationale pour justifier les mesures prises. Direction la Belgique, des Afghans arrivent en Belgique alors que l'UE se fissure sur la question des réfugiés. Plus de 200 personnes belges et afghanes ont atterri en Belgique. Voici un reportage signé Euro News. Elles ont été évacuées d'Afghanistan. 226 personnes ont foulé ce lundi le tarmac de la base aérienne de Melsbroek en Belgique. Le pays doit évacuer environ 400 personnes, certaines belges, d'autres à qui il doit une protection dans le cadre de l'opération baptisée Red Kite. Ce débarquement dans le calme contraste fortement avec ces scènes de chaos observées à l'aéroport de Kaboul tout au long du week-end. Devant ces images et devant l'urgence, les ONG demandent l'ouverture d'autres routes humanitaires.
Ce que nous constatons que l'UE fait bien, c'est la mise en place d'itinéraires sûrs pour les personnes qui ont travaillé pour la communauté internationale. Il faut maintenant équilibrer cela en offrant un accès à l'asile pour ceux qui arrivent par leurs propres moyens. Mais ces Afghans qui fuient les talibans ne seront pas accueillis à bras ouverts partout en Europe. La preuve, ce tweet peu diplomatique du Premier ministre slovène Janez Janša qui occupe la présidence tournante de l'UE. Je cite, « Ce n'est pas le devoir de l'UE ou de la Slovénie d'aider et de financer tous ceux qui fuient au lieu de se battre pour leur patrie. » Lui et le chancelier autrichien Sebastian Kurz affirment qu'ils n'accueilleront personne. Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, suggère lui d'utiliser un mécanisme européen inédit pour offrir une protection temporaire aux plus démunis. Ce mécanisme fournit un soutien humanitaire et opérationnel d'une part et permet d'accorder rapidement une protection aux personnes qui arrivent afin qu'elles ne restent pas bloquées par les procédures d'asile et que les procédures d'asile elles-mêmes ne soient pas submergées par les arrivées. L'accueil des Afghans pourrait devenir une vraie patate chaude politique en Europe, mais l'UE n'est pas la première concernée. Le HCR estime que 90% des réfugiés afghans dans le monde vivent en Iran et au Pakistan voisin. Parlons du président américain Joe Biden, vilipendé pour sa gestion du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Après la prise de pouvoir des talibans, sa cote de popularité a chuté drastiquement. Voici un reportage de confrères de la RT. Le président démocrate dans la tourmente. Chaotique, ce qualificatif est revenu avec force lorsque les plumes des médias américains et internationaux ont évoqué les conséquences du retrait des forces américaines en Afghanistan. Le responsable numéro 1 est tout désigné, Joe Biden. Que l'on trouve cela juste ou injuste, l'histoire retiendra que Joe Biden est celui qui a présidé à la conclusion humiliante de l'expérience américaine en Afghanistan. Le retrait n'aurait pas dû dégénérer en un spectacle catastrophique. Le président aurait pu écouter les nombreux avis éclairés de ses conseillers. Après la prise de pouvoir des talibans, sa cote de popularité a même chuté de 7 points selon un sondage Reuters-Ipsos. Avec 46% d'Américains satisfaits de son action, elle est au plus bas depuis sa prise de fonction. Pour Stephen Rogers, ex-officier du renseignement de la marine américaine, l'objectif en Afghanistan n'a pas été atteint. L'objectif était de s'assurer que le gouvernement afghan soit fort, que ce soit un pays où les gens seraient libres, un pays gouverné par une constitution et non pas par un dictateur ou une organisation terroriste. L'objectif n'a jamais été atteint. 20 ans de travail pour finalement assister à une catastrophe. Comment peut-on abandonner tous ces gens derrière nous? Je parle des citoyens afghans qui connaîtront des tortures d'enfants et des meurtres. L'accord signé en 2020 par son prédécesseur Donald Trump avec les talibans ne laissait qu'une marge de manœuvre réduite à Joe Biden, confirmer le retrait ou provoquer une nouvelle escalade. Mais plus que la décision du retrait en elle-même, c'est la manière, ainsi que le manque de vision sur la rapidité de l'offensive talibane qui alimente l'idée de débâcle. Sur sa ligne de défense, Biden le concède lui-même, c'est un retrait difficile et désordonné, mais il justifie coûte que coûte sa décision. Sa stratégie, tirer à boulet rouge sur le fatalisme des forces afghanes. Nous leur avons donné toutes les chances de déterminer leur propre avenir. Ce que nous ne pouvions pas leur fournir était la volonté de se battre pour cet avenir. Si l'Afghanistan est incapable d'opposer une résistance aux talibans maintenant, il n'y a aucune chance qu'un an de plus, 5 ans de plus ou 20 ans de plus de présence américaine sur place aurait fait la moindre différence. Mais face à la force de l'image, les mots du locataire de la Maison-Blanche n'ont pas pesé lourd. Reste désormais à savoir dans quelle mesure ces événements affecteront la suite du mandat de Joe Biden. La crise afghane et sa gestion par Joe Biden qui n'ont pas manqué de faire réagir son prédécesseur Donald Trump. On l'écoute. Biden a totalement échoué sur la pandémie et il supervise maintenant la plus grande humiliation en matière de politique étrangère dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est la plus grande humiliation que je n'ai jamais vue.
La sortie bâclée de Biden en Afghanistan est la démonstration la plus étonnante d'incompétence grossière de la part d'un leader national, peut-être même que personne n'ait jamais vu. Nommer une autre situation comme celle-ci, le Vietnam ressemble à un cours magistral de stratégie comparé à la catastrophe de Joe Biden, et cela n'avait pas à se produire. Tout ce qu'il avait à faire était de laisser les soldats sur place jusqu'à ce que tout soit sorti, nos citoyens, nos armes, puis de bombarder les bases. Nous avons 5 bases et vous dites bye bye. Avant de clore ce journal, direction la Biélorussie. Migrants en Biélorussie, passage facilité vers l'UE, une vengeance. Loukachenko, à l'instar de la Lituanie, la Pologne, par le régime biélorusse d'Alexandre Loukachenko. Celui-ci ouvre ses frontières et laisse passer un nombre croissant de demandeurs d'asile. Voici un reportage signé France 24. Devant cet hôtel de Minsk, des migrants discutent et échangent leurs histoires. La plupart est d'humeur morose et ne souhaitent pas être filmés. Originaire d'Erbil, ce Kurde espérait atteindre la Lituanie. Il visait ensuite l'Allemagne. Il y a un problème avec la Lituanie. C'est étrange. Ils ne laissent pas les gens entrer. Yéménite, un noir a déjà essayé plusieurs fois d'aller en Pologne. Les Polonais nous traitent vraiment mal. La police et les gardes frontières nous arrêtent. Ils nous malmènent, nous frappent, puis nous renvoient du côté biélorusse. Des migrants, dont certains Afghans comme ici, se retrouvent bloqués à la frontière, coincés entre les forces de chaque bord. Une situation illégale selon les avocats des droits de l'homme. Si un agent détient un étranger à la frontière et que cet étranger exprime la volonté de faire une demande d'asile, l'officier est obligé de l'admettre pour que cette demande soit traitée. Mais la Pologne et la Lituanie estiment que cette règle ne s'applique pas dans de telles circonstances. Les deux pays accusent la Biélorussie d'utiliser les migrants comme des armes en les envoyant à la frontière pleines de fausses illusions. Des déclarations que Minsk ne confirme ni n'infirme. Les autorités biélorusses n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview sur cette situation. Mais lors d'une conférence de presse le 9 août dernier, Alexandre Loukachenko a confirmé qu'elle était bien une conséquence des sanctions imposées sur la Biélorussie par l'Union européenne. Des sanctions en forme de réponse à la répression politique qui a décimé le secteur des ONG en Biélorussie. Aujourd'hui, seule la Croix-Rouge pourrait fournir une assistance humanitaire. Mais cette ONG coopère avec le gouvernement et n'a pas pu faire grand-chose pour le moment. Nous n'avons pas d'équipe itinérante dans les bois aux zones frontalières. Nous avons besoin d'identifier les demandes spécifiques et de les soumettre à nos partenaires des structures d'État. On a besoin du nom des migrants, de savoir de quel pays ils viennent, etc. Là, abattus et sans recours, ces hommes affirment désormais qu'ils souhaitent retourner en Irak. C'est le terminus de la page internationale pour aujourd'hui. Après 2 semaines d'absence, de retour avec cette page internationale. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod. Réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Jetons un coup d'œil sur la couleur du temps pour ce aujourd'hui. Boston 76 degrés Fahrenheit, 24 degrés Celsius. À Jacmel, température 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Ruben, bonsoir Smith, Jean-Julien. Passez un excellent lundi en compagnie de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.